Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous et merci de vous retrouver après quelques jours de, entre guillemets, vacances. Bon, ça, c'était pas vraiment des vacances, mais enfin, en bâté là, comme on dit, je suis revenu. Bien, merci aussi à Iman qui m'a remplacé avantageusement. Et c'est tant mieux. Merci à tous les gens qui continuent à regarder l'émission et qui sont contents de la regarder. Alors, dans un instant, on va recevoir Miguel d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Elle est là, elle va nous parler de quelque chose de très, très important. Ne ratez pas ça dans un instant. Jocelyne Darry, la directrice des politiques culturelles de Cap-Excellent, sera aussi là dans un instant. Et puis après, nous aurons Emeline Adema-Omar-Agnès, avec elle on parlera de la loi des finances de 2024. Oui, il faut en parler. Et puis, on fera une émission un petit peu spéciale après. C'est une rediffusion d'une émission sur ce qu'on appelle le cyberharcèlement, vol. Vous savez, maintenant, avec l'Internet, avec le portable, on peut faire beaucoup de choses de bien, mais aussi beaucoup de choses de mal. Et donc, on va rediffuser un débat que nous avions eu grâce à Magali Marcin, notre chroniqueuse du ZCL, et avec elle, on va parler de la cybersécurité dans un instant. Sinon, l'actualité, bien sûr, c'est le décès de Maryse Condé. On va en parler dans un instant. Et puis, on va revenir sur les campeurs de Pâques, puisque vous savez que dans beaucoup de communes, il ne fallait pas camper, ou alors dans des conditions particulières. Michel Irakel était sur place. L'inauguration du terrain de foot de Sainte-Rose, ben ça y est, c'est fait. Vianney Valder était sur place. Et puis, comme c'est la période de Pascal, ben, il y avait la grande messe. Je crois que c'était un paquet de monde en la messe là. Et on peut parler aussi de cet incendie au CHU, de la conformité des eaux à l'ARS. Voilà un petit peu ce qui fait le sommaire de cette émission. On va tout de suite faire un petit focus sur Maryse Condé, puisque je vous l'ai dit, cette grande dame de la littérature guadeloupéenne, qui a été pendant longtemps ici, elle a été journaliste. Je peux en témoigner puisqu'elle a écrit dans un journal que j'avais à l'époque. Elle a été prof de littérature. C'est aussi sûrement une grande écrivaine, une grande autrice. Elle a beaucoup écrit, plus d'une quarantaine d'ouvrages. Et les gens qui savent se souviennent au moins de ses goûts, de Moi si tu bats sorcière, qui était un vrai succès aussi. Et puis, elle a fait des pièces de théâtre. Et elle a vécu en Guadeloupe. Elle a été militante aussi indépendantiste, il faut le dire. Elle était membre de l'UPLC. Elle s'est présentée aux élections il y a quelques années de ça. Et Maryse Condé, eh bien, elle a toute sa vie, elle s'est battue, en tout cas au niveau de la littérature, pour une littérature de qualité, mais aussi pour que son pays soit décolonisé. Malheureusement, il est mort hier et il peut la Guadeloupe décolonisée, mais on peut espérer que tous ces combats n'ont pas été vains. Maryse Condé avait 90 ans. Il n'y a pas longtemps, à Pointe-à-Pitre, on a ouvert un centre Maryse Condé près de la place de la Victoire, un lieu où régulièrement il y a des choses qui se font. Si vous allez au centre des Arbres, vous verrez une grande image de Maryse Condé aussi. C'est dire que les Guadeloupéens ont reconnu en elle l'écrivaine qu'elle a été, leur qualité, et aussi, il faut le dire, elle a été prix Nobel de littérature, un prix Nobel un petit peu particulier, mais elle a eu quand même. Et Maryse Condé, ben, nous ne pouvons pas oublier, puisque c'était un monde en nous. Voilà, il fallait que ce soit dit. Mais je vous l'ai dit, on va parler de quelque chose de très important dans votre vie quotidienne. Vous, mesdames, vous, messieurs, tout le monde, ils ont besoin de ça. Et ils ont besoin de ça pour fonctionner. C'est quoi exactement, Miguel? S'aimer. Aimer. Alors, S'aimer. S'aimer soi. S'aimer soi-même. D'accord. Alors, on commence comment? On va définir ça un peu. Oui. Oui. Alors, ce qui est très important, c'est de pouvoir se connaître. Oui. Alors moi, en 2018, il s'est tout simplement passé quelque chose, c'est que je me suis dit à un moment donné, stop, j'arrête toute relation toxique,
J'arrête de dire oui bêtement ou non bêtement. Enfin voilà. Par rapport à ma vie de violence, donc je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vécu 33 ans de vie de violence. Et je me suis demandé à un moment donné profondément pourquoi j'avais vécu ça. Donc j'ai commencé à apprendre à m'aimer, donc à me voir telle que je suis. Aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas de boucle d'oreille, je n'ai pas de bijoux, je n'ai pas de maquillage non plus. Oui. Et je n'ai pas de marée-tête, je n'ai pas de tissage. Totale, quoi. La simplicité totale. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est quand on s'aime, on doit s'aimer et on doit aimer ce qu'on voit aussi. C'est très important. Donc voilà. Donc ça, c'est apprendre à se connaître. Mais alors, s'aimer, ça repose sur des valeurs quand même. Oui, ça repose sur des valeurs. Alors, pourquoi s'aimer? S'aimer, c'est dans un but de savoir où l'on va. Quelle est cette prédestination à laquelle nous avons été amenés? Parce qu'on est venu sur Terre pour quelque chose de particulier. Et ça va créer des valeurs. Déjà, il faut savoir juste qu'on a la valeur juste, notre valeur. On vaut quelque chose. Donc, monsieur, madame, vous qui me regardez, si on vous dit que vous ne valez rien, je vous en prie, sachez que vous valez plus que. Donc ça, c'est une chose. Oui, on a besoin de trois. Il y a trois valeurs qui s'identifient justement à l'amour de soi. Il y a des valeurs primaires, donc on va parler de l'honnêteté, de l'intégrité notamment. L'entraide aussi. L'entraide, oui, tout à fait, c'est une évidence. Et cette entraide, l'acceptation de soi, l'intégrité, je veux revenir dessus parce que l'intégrité, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental, bien que les autres valeurs sont fondamentales, mais quelque chose qui est très important, c'est que l'intégrité, c'est ce que l'on va percevoir de soi. C'est-à-dire que petit, on va te demander d'aller donner à mamie son médicament. C'est-à-dire qu'on te fait confiance pour la trajectoire, pour aller donner. C'est comme quand on est au travail, quand tu donnes, toi, des tâches à ton collaborateur, c'est parce que tu as une confiance en lui. Et donc, en fait, cette confiance que tu lui donnes, cette intégrité, lui doit être dans l'intégrité de « on m'a donné quelque chose à faire et je dois aller jusqu'au bout ». On a les valeurs fondamentales. Dans les valeurs fondamentales, il y a la liberté. Oui, nous avons la liberté d'expression, la liberté de dire oui, ça, c'est de dire non. valeurs fondamentales de la société quand même. De la société, parce qu'on en a besoin, malgré tout, pour se construire. Et dans ces valeurs, il va y avoir aussi, ce qu'on parle de solidarité, on va parler de conformité. C'est-à-dire que si je dis que je suis, je dois être ce que je suis. Et je dois être qui je suis. On ne peut pas être autrement. Et puis, on a la troisième valeur qui, pour moi, qui est indispensable, ce sont les valeurs spirituelles. Donc, il y a les valeurs primaires, les fondamentales et les spirituelles. L'amour, la fidélité, la bienveillance, la compassion, le fait justement de pouvoir être sur un socle et qui va sceller toutes les fondations que nous allons avoir pour pouvoir s'aimer. Voilà, simplement. En fin de compte. En fin de compte. Une fois qu'on a tout ça, en fait, le message à passer, c'est si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Oui. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas savoir à quoi nous sommes destinés. On ne peut pas transmettre les valeurs que nous avons reçues. Donc, il faut absolument pouvoir s'aimer pour pouvoir transmettre ces valeurs qui sont importantes et être dans une authenticité, être unique. Voilà, j'ai envie de dire à celui et à celle qui me regarde qu'il est unique, qu'il est authentique et qu'il doit être lui ce qu'il est réellement et pas de quelqu'un d'autre. Et puis si je dois terminer, petit mot pour la fin, j'ai envie de dire juste de ne pas abandonner cette assurance dans laquelle nous sommes parce que cette assurance est rémunératrice, elle est rattachée à une rémunération. C'est au même titre quand on se lève le matin, qu'on va travailler, il y a à la fin du labeur, il y a une rémunération. Eh bien, c'est pareil pour soi. Quand on s'aime, on a énormément de choses à donner derrière, vraiment. Alors, j'ai envie quand même de lui poser une question avant de partir, oui. Miguel. J'entends souvent dire que personne ne peut t'aimer plus que toi. Alors, sincèrement, je vais te dire quelque chose. Oui. Dieu, oui. Jésus, oui. Je dis personne, je n'ai pas dit parole de Dieu. Ah, mais pour moi, sur la terre. Ah, sur la terre, oui. Personne. Alors, je vais m'aimer moi en premier, oui. Mais avant de m'aimer, parce que l'amour que j'ai reçu de quelque part. J'ai reçu de quelqu'un. Et donc, j'ai reçu forcément de mon Créateur, tout simplement, du divin. Merci, Miguel.
après un dimanche de Pâques, un lundi de Pâques, un petit topo Ouais. sur l'amour, c'était pas malvenu. C'est ça. On reçoit, on l'a dit tout à l'heure, Madame Daryl. Bonjour, Madame Daryl. Sous signe de son prénom, elle est directrice de politique culturelle à Cap Excellence. Et chaque fois qu'elle vient ici, c'est qu'il y a quelque chose. C'est vrai. Des vacances pour les jeunes, enfin, il y a quelque chose qui va se passer. On essaye. Vous savez, le service public a le mérite de porter des actions qui seront peut-être pas portées par le privé et qui, en plus, permettent d'abonder et de nourrir le tissu économique local. Donc, ces actions-là, elles ont l'air comme ça gratuites et sans obligation, mais il y a forcément quelqu'un sont pas qui paye. anodines. Elles sont pas anodines. Ça a du sens de permettre aux gens d'accéder à la culture, d'y accéder facilement. Pas pour qu'ils deviennent des artistes, mais qu'ils aient le goût d'autre chose. Justement, du diva, de l'ailleurs. De l'ailleurs. Donc voilà, je suis venue parler de l'atelier vacances expérience. Là, tu dis, ouais, l'année dernière, je me souviens, il y avait un ancien musicien de Oui. Cassave qui était venu. Claude Vamur. Voilà, pas oublié. Hein. Alors, qu'est-ce Oui. qui va se passer cette année? Alors, déjà, pour parler, l'année dernière, on avait été obligés, contraints de les annuler à la dernière minute pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Donc, on les a reportés en avril, qui nous semblait une bonne période, qui est aussi une période de famille. On a laissé la première semaine de vacances aux enfants, tranquilles, ils ont pu aller sur la plage, faire tout ce qu'ils avaient à faire, aux parents aussi. Et puis, du 9 au 12 avril, eh ben, on vous repropose une série d'ateliers qui sont des ateliers d'éducation artistique et culturelle et qui permettent de toucher, en fait, ou de se sensibiliser à la création. Alors, pourquoi la création artistique? Parce que, et là peut-être que je vais un peu dans le sens de madame, je pense que s'il faut investir dans quelque chose, c'est vraiment investir sur ce que nous sommes, sur notre intelligence, sur notre capacité à créer. Et, comme disait madame, il y a une rémunération, soit pour soi, soit pour les entreprises ou les acteurs culturels qui travaillent avec nous. Parce que quand vous mettez, je sais pas, 30, 40 000 euros sur une action culturelle, accessible à tous, eh ben, ça permet aussi au tissu économique local de pouvoir également en bénéficier. Donc ce sont des acteurs, on est très orienté sur le patrimoine culturel immatériel, et je dirais même sur la mise en œuvre de nos droits culturels. On ne le sait pas, mais on a des droits culturels. On a le droit de transmettre de notre propre manière et qui ne soit pas forcément d'une manière importée. On a le droit d'avoir nos propres publics et de les approcher avec des méthodes qui nous sont propres. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Je vois le C'est ça programme, que il vous est voulez important savoir. quand même. Hein. Il y a Alors, des choses. il y a deux volets. Oui. Il y a un premier volet d'ateliers en amont qui trouveront leur institution le 12 avril dans la journée. Et dans ces ateliers en amont, eh ben, on a différentes choses. On a du cas, on a des percussions. Il y a ce travail particulier qui va se faire avec Claude Vamur On va autour de son retrouver. répertoire, Oui. avec des jeunes, les jeunes de Yondeka, qui est un groupe d'enfants et je dirais d'adolescents qui se sensibilisent depuis plusieurs années aux percussions traditionnelles. Donc ça va tambour-chant, tambour-solo, silla, conque, enfin nos instruments de percussion. Et ils vont faire un travail particulier parce que ces instruments, en fait, on les détourne, entre guillemets, en leur permettant d'intervenir sur d'autres esthétiques musicales que, par exemple, celle du mas. En fait, on prend les percussions du mas et on va essayer sur le zouk, mais qui veut dire que l'année prochaine, bon, c'est pas très loin. Oui, non. C'est pas très loin. C'est vraiment Et très c'est même proche. à l'origine même. À l'origine même. Et c'est ce travail-là qui est intéressant. Que les personnes puissent s'approprier, en fait, des choses qu'ils connaissent déjà. Et qu'ils sachent qu'ils aient la capacité d'être des créateurs en puissance. Et puis, on a du chant avec Zénia Caraïbes. On a d'autres ateliers comme du conte avec Kwakuma Soto, qui est un acteur qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui est un ancien du Cyclone, du théâtre des Cyclones, et qui revient avec un atelier théâtre. Mais on a des choses toujours dans le spectacle vivant. Mais ces ateliers de théâtre, ce sont pour les enfants quand même, il faut le dire. C'est pour les enfants. Pour les enfants, oui. Mais par exemple, le chant avec Zénia Caraïbes, c'est pour les ados et les adultes. Oui, d'accord. Vous voyez on a également du stand-up avec le comique Créole Show, notamment Kirikou, qu'on connaît bien sur les réseaux. Et puis, qu'est-ce qu'on a également? Le 12 avril, depuis le matin à 9h30, place des Dissidents à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire en face de la gare routière, jusqu'au soir,
eh ben, on vous prend toute la journée. Le matin, on a des ateliers Récup Fashion Design pour apprendre à recycler ses propres vêtements, à faire du neuf avec du vieux. Mais ça, c'est une mentalité d'avant et qu'on a un peu perdu et qu'il faut retrouver si on ne veut pas être des super consommateurs. Donc voilà, c'est important de le faire passer par l'artistique. On a également un atelier Tiban. Ceux qui s'inscriront à l'atelier pourront repartir avec leur Tiban et pourront l'utiliser le soir pour la restitution. Et puis, on a des choses comme... Il y a du slam aussi, je vois. Oui, il y a le Casa Timoun aussi, qui sont des jeux éducatifs qu'on fait avec Carré Tropical. Il y a aussi une grosse chasse au trésor qu'on organise le vendredi après-midi en équipe, parce que faut aussi apprendre à travailler avec les autres. Et vous voyez, du coup, avec la culture, on peut faire passer plein de messages de cohésion sociale, qui est un terme un peu galvaudé, mais vraiment de permettre aux gens de se retrouver ensemble. Et puis, on finira la soirée avec la restitution des ateliers. Donc, chaque atelier viendra montrer les travaux effectués. Le résultat final, quoi. Le résultat final. Tout ça sera entremêlé par des showcases de leurs intervenants, parce que c'est bien aussi que le public sache que ce travail il se fait grâce à des professionnels. Voilà. Et que ce qu'on offre, puisqu'on l'offre, Cap Excellence l'offre aux habitants, eh ben, c'est aussi des interventions de qualité. Voilà. Et puis, donc, parmi les showcases, il y aura évidemment le concert de Claude Vamur et Coloca. Ah ben oui, incontournable. Il sera accompagné donc, par les Yon Deka aux percussions et les mamans de la chorale de Demos qui se seront inscrites au stage avec Zenia Caraïbe. Mais oui, parce que tout est dans tout et les choses ne sont pas séparées dans des petits tiroirs. Donc voilà, ce qui est important, c'est de faire ensemble et de valoriser ce travail qu'on peut faire ensemble. Bien. J'ai envie de dire qu'il faut s'inscrire quand même. Il faut s'inscrire. Oui. Alors cette année, on a décidé de mettre en place quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, hein, on n'invente rien, avec WizEvent, qui est une plateforme de billetterie. Ben voilà, il suffit de cliquer sur billetterie, on vous envoie le lien et vous pourrez vous inscrire. Mais évidemment, comme tout le monde n'est pas familier de l'informatique et du numérique, vous pouvez aussi appeler le 06 90. On va remettre Mélanie peut nous remettre un petit peu l'affiche avec les numéros de téléphone. Le 0... Oui. Non. Vas-y. Le 06 90. Voilà. 264 630 ou le fixe, le 05 90 68 92 79. D'accord. Et puis après, vous pouvez m'envoyer les fiches d'inscription photographiées par WhatsApp, par SMS, avec vos noms, prénoms, l'âge, le nom de l'atelier, votre ville, parce que c'est sûr que ces actions sont en priorité destinées au quartier populaire de l'Aglo. Tout à fait. Et il faut signaler que Jocelyne Daril, c'est Madame Culture aussi. Wow, on dit ça. Mais oui, il faut le dire. On dit ça parce que je suis là depuis longtemps. Mais oui, mais... Je fais partie des meubles. Alors, justement, Jocelyne, un petit mot quand même sur Marie Scondé. Ah bah, écoutez, je ne sais pas comment exprimer... Bon, je sais que parfois elle a été décrite, mais c'est une auteure que j'ai vraiment aimée, qui m'a vraiment fait Au moins, tu as découvrir... lu Ségou, j'imagine, comme tout le monde. J'ai lu Ségou, j'ai lu Le cœur arriéré à pleurer, enfin vraiment j'en passe, parce que quand j'ai découvert Marie Scondé, ça a vraiment été un coup de cœur littéraire avant de la prendre en compte dans sa notoriété, je dirais. Et puis je racontais ça à mon fils ce week-end, c'est une dame que j'ai rencontrée quand je suis arrivée en Guadeloupe. Ma première mission était à New York pour relier la communauté afro-américaine et guadeloupéenne. Et donc, je suis partie pour ça. Et le premier rendez-vous était avec Marie Scondé chez elle. Oui. Et c'est une émotion. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à en parler, parce que vous rentrez dans mon intimité. Oui, non, mais une grande femme. Une grande femme, sans conteste. Elle a marqué la littérature, j'ai envie de dire, afro-caribéenne. Une grande femme, sans conteste, et qui a fait vraiment... qui a vraiment œuvré sur la visibilité qu'on donne à nos territoires. Ça, c'est sûr. Et nos cultures, et nos façons de penser et d'être. On dit que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Je disais tout à l'heure qu'il y a même déjà une maison Marie Scondé en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Il y a même d'autres établissements. Une patente qui a été morte justement bien avant. Voilà. Et sa fille qui est ici, souvent participe à ces animations. Mais on ne rend jamais trop hommage aux personnes qui nous ont aidés à nous construire. Ça, c'est sûr.
Voilà, merci Jocelyne, merci Miguel. Merci, Je reviens très rapidement sur l'actualité, sur les campeurs de Pâques. Est-ce qu'on a le temps de voir le sujet? Oui, on va voir le premier sujet. C'est parti. C'est Michel Igraclini. Ben là, on a assez phosphore sur la page de la coulée. Donc voilà, on campe un peu. Habituellement, on campait sur la plage de Bois-Joulan, mais bon, cette année, ça a été interdit encore une fois. Et on a essayé. C'est la première fois qu'on vient ici. Et le lieu est un peu sympa. Niveau qualité, c'est-à-dire au niveau de l'environnement, mis à part là, je un peu de bruit de voiture, mais sinon ça va. C'est camping. S'il n'y a pas de pêche, s'il n'y a pas de pétanque, s'il n'y a pas de domino, s'il n'y a pas de rhum, c'est pas camper. D'habitude, on était une trentaine. On est resté à camper pendant 25 ans. Depuis que je suis né, j'ai tout connu le camping. Pendant 25 ans, on a campé à la plage de Bois-Joulan. Ensuite, il y a eu le Covid, donc on a dû arrêter. Et là, c'est la reprise. Après quelques années quand même, on a repris et on a essayé à la couler. Eh ben, comme c'est pas qu'il y a les 10 commandements, alors nous, on l'a adapté au campement. Les autres campeurs, tu respecteras, tu n'insulteras pas, il restera correct. Toujours serviable, tu seras, la vie collective, tu prôneras, la tolérance, tu pratiqueras, la propreté, tu aimeras, les déchets dans la poubelle, tu adopteras, les limites de ton emplacement, tu respecteras, les horaires de repos sur le camping, tu observeras, les jeux, tu participeras, le bruit inutile, tu éviteras et sans crier, tu parleras, un volume sonore convenable pour la musique, tu accepteras, surtout tard le soir et tôt le matin. Les autres campeurs, tu salueras, les critiques positives, tu admettras, la nature, tu apprécieras et le repos et la détente, tu t'accorderas. Donc dès qu'on fait ça, beaucoup bien. J'ai pris des dispositions pour l'année prochaine. Je l'ai dit, l'interdiction, c'est du 15 mars au 14 avril. Ils ne peuvent pas venir camper à Bois-Joulan. Mon n'a qu'à venir, il qu'à camper. Il qu'à venir vers Matla. Il qu'à venir vers Sommier. Il qu'à venir vers Canal d'Issaï aussi. Pas de problème, nous qu'à garder. Il qu'à venir vers Vieux Frigidaire. Donc, là, il finit avec ça. Il part repartir avec. Il qu'à laisser ici plage là-bas. C'est moi qui ai équipe en moins pour enlever. Non seulement il a jeté ça, les déchets blancs, mais il y a d'autres déchets qui viennent veille parce que puis dissimuler des bitins alimentaires, il a mis au fond et des fois chien qui viennent dedans, verre qui viennent dedans, il a mis verre rat qui viennent dedans, il a mis ça en sable là. Qui a désinfecté ça? Là, il reste qu'à porter plein de timons, il s'est coulé en l'emmène là. Le maire de Sainte-Anne que je suis, Franck Baptiste, avec le conseil municipal, nous pas contre camping, respecter l'environnement parce que Bois-Joulan reprend. Nous pouvons organiser ça autrement l'année prochaine. Voilà, c'est un acte de citoyenneté, justement, de l'Okaï Campé, de respecter l'environnement. Voilà, il y a exactement 2h54. 2h54, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Emeline Adima-Omaranis, avec laquelle on va parler de choses qui ne sont pas toujours agréables. Enfin, bon, c'est la loi des finances de 2024. Il faut en dire deux petits mots. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes guadeloupéen aussi, et vous avez des impôts, il y a une loi des finances qui a été votée. Elle va nous décortiquer ça dans un petit moment. Pour l'instant, pour la première pause. Voilà, il est exactement 13h02. Madame Emeline est déjà là. Bonjour. Bonjour. Elle va nous parler de choses intéressantes à l'heure, puisque c'est la loi des finances. Mais avant, on revient rapidement sur l'actualité. L'actualité, c'était aussi, bien sûr, les campeurs de Pâques. On en a parlé tout à l'heure. On a vu le maire de Sainte-Anne expliquer pourquoi il ne faut pas camper un certain endroit Bois-Joulan. Mais là, on va parler de l'inauguration du terrain de foot de Sainte-Rose, qui était attendu depuis très longtemps. Reportage, Vianney Valverde. C'est parti. Une fierté surtout pour Yvon Santime, comme je le dis, qui a fait la fierté de Sainte-Rose, des clubs de Sainte-Rose, de DE, de l'USBM, mais aussi de la sélection. Il a expliqué tous les jeunes qu'il a accompagnés dans la Caraïbe au niveau national. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour la Guadeloupe en matière footballistique. Côté familial, c'est un exemple aussi, et beaucoup de jeunes se retrouvent en lui. Donc c'est encore une forme d'éducation sportive. Donc avec le maire de Sainte-Rose, c'est tout à fait normal que nous puissions, et les élus régionaux, honorer quelqu'un de son vivant et lui dire de son vivant merci pour ce que tu as fait pour la Guadeloupe. J'ai été entraîneur-joueur pendant 3 ans et uniquement entraîneur pendant une trentaine d'années. Je pense qu'il manque un peu de travail aux joueurs actuels. Bon, les entraîneurs sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils auraient voulu, sûrement, parce que les gars
travaillent de moins en moins. Ils sont de moins en moins sérieux. Et c'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai décidé en 2008 d'arrêter ma carrière parce que la dernière équipe que j'ai entraînée, j'ai constaté que les joueurs ne venaient pas s'entraîner. Et tout le monde voulait des résultats sans s'entraîner. Je ne vois pas comment est-ce possible. Un bel équipement sportif, nouveau dans sa conception en plus. Et puis surtout situé dans un quartier où depuis 40 ans, des jeunes attendent ce petit stade. Ils ont grandi entre-temps, d'autres sont là. Et je suis très heureux de pouvoir réaliser cet équipement avec la région Guadeloupe. Et puis que cet équipement puisse porter le nom d'Yvan Centime, un homme qui a donné beaucoup de sa personne pour Sainte-Rose, mais aussi pour la Guadeloupe. Je crois que nous sommes aujourd'hui comblés et que Sainte-Rose est content. Voilà, c'est ce qu'on appelle un city stade, c'est-à-dire un petit stade où les jeunes peuvent venir s'amuser. Et ça, c'était nécessaire. Et on a vu le maire de Sainte-Rose, longtemps de Batévoye. Un dernier point, c'est sur la messe de Pâques. Puisque vous savez que les catholiques, le jour de la messe de Pâques, le dimanche de Pâques, en général, le vendredi saint, samedi Gloria, et dimanche, Jésus-Christ a ressuscité. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Je ne suis pas trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. Donc, dimanche de Pâques, regardons un peu, la messe, il y avait beaucoup de gens. Un grand moment de joie, un grand moment de fête que de célébrer le dimanche de Pâques à l'église de Sacré-Cœur, avec une communauté vivante, avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants présents pour la célébration, avec chargé de sens pour moi, puisque c'est un lieu que j'ai connu, qui m'a connu en tant que baptisé, où j'ai fait mon baptême. Quoi de plus beau que de célébrer la Pâque, qui veut dire aussi ce nouveau passage, qui rappelle aussi que nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ, qui nous tourne vers la vie. Donc oui, effectivement, une grande joie pour moi que de célébrer ici même, au Sacré-Cœur, la messe de Pâques. Nous savons qu'il y a ces 3 jours qui sont très importants, depuis le jeudi avec la messe de la Scène du Seigneur, et puis le vendredi avec la vénération de la croix, la liturgie de la Passion. Et puis cette messe hier soir, cette grande messe de la veillée pascale, où nous avons rappelé la résurrection du Christ, la victoire du Christ sur la mort. Et puis ce matin, jour de Pâques, jour de résurrection, jour de joie. Et les fidèles étaient très contents, très heureux et très nombreux aussi, avec cet événement aussi auquel nous associons la visite de l'évêque pour la première fois ici dans cette paroisse. Et les fidèles l'ont montré combien ils étaient heureux de célébrer le Seigneur et heureux d'accueillir aussi le pasteur du diocèse. J'ai d'abord insisté sur le mot résurrection, finalement, qu'on entend tout au long du passage, tout au long des différents textes, à la fois avec Saint Paul, avec les Actes des Apôtres, avec l'Évangile. Le Christ est ressuscité. Donc j'ai rappelé qu'est-ce que voulait dire résurrection, qu'est-ce que voulait dire ressusciter. Et ressusciter, c'est tout simplement revenir à la vie. Le Christ revient à la vie. Et surtout parce qu'il est ressuscité, il nous donne la vie et nous invite nous-mêmes à vivre en ressuscité. Donc j'ai interrogé sur, mais la résurrection, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre vie? Parce que c'est une chose que d'en parler, c'est autre chose que de la vivre, que de vivre en acte cette résurrection. Donc, invitation à tourner vers le bien, parce que le Christ va vaincre la mort, il va vaincre le mal, pour se tourner vers le bien. Donc, c'est ces exemples, c'est cette dimension que j'ai déployée pendant cette homélie auprès des fidèles. Voilà, c'était donc la grande messe des catholiques, et puis on va les retrouver l'année prochaine, à la même période. On revient à l'actualité, j'ai envie de dire, réaliste et financière, et c'est la rubrique ABC des entreprises, générique, c'est parti. Oui, voilà, je reviens donc sur la chronique ABC des entreprises et je disais qu'on va parler de choses intéressantes, tout à fait matérielles. La loi des finances 2024. Bonjour, Emeline. Bonjour, Danick. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, on retrouve aujourd'hui sur un thème d'actualité, bien sûr, comme chaque année. Et quelle est la principale mesure pour cette année, pour la loi des finances? Alors, en général, c'est surtout la mesure qui intéresse le plus souvent les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu. C'est effectivement la revalorisation en fait, des tranches d'imposition qui permettent à toute personne qui perçoit moins que 11 294 €, ou du moins
toute personne célibataire percevant moins de 11 294 € sur l'année 2023. Ou annuellement? Annuellement. Annuellement. C'était mensuellement. D'être totalement exonéré d'impôts. Donc c'est vrai que ces tranches sont revues déjà depuis plusieurs années, notamment pour tenir compte de l'inflation. Pour rappel, effectivement, la tranche où il n'y avait pas du tout d'imposition était de 10 094 € pour les revenus de 2021. Et donc, effectivement, cette tranche, lorsqu'elle augmente, les autres tranches aussi au-dessus, en fait, les revenus augmentent, entre guillemets, avant d'être soumis à imposition, pour rappel, à 11%, enfin, au taux marginal d'imposition de 11%, 30%, 41%, et pour les plus fortunés, 45%. 45% pour les gens qui gagnent plus de 177 106 €. C'est ça. Donc, ça fait quoi mensuellement? Je ne fais même pas le calcul, Danick, mais toi, normalement, tu devrais savoir cela, par contre. Oui, je le sais, oui. Je suis à 45%. Bien. Alors, y a-t-il de bonnes nouvelles concernant les mesures avantageuses fiscales cette année? Alors, c'est vrai que je trouve que cette loi de finances n'est pas forcément celle qui a été la plus riche en termes d'apport pour les contribuables cette année. Néanmoins, alors c'est vrai que pour pouvoir impulser la création de tout ce qui est entreprise innovante, puisque c'est vrai que c'est le domaine dans lequel le gouvernement s'inscrit de façon privilégiée. Il y a effectivement une réduction d'impôts qui apparaît notamment lorsqu'on souscrit au capital d'une jeune entreprise innovante ou d'une jeune entreprise en croissance, ainsi que des jeunes entreprises d'innovation de rupture. Donc, alors après, c'est vrai qu'il faut aller chercher quels sont les critères qui se rapportent à chaque type d'entreprise. Oui. Mais ce qu'il faut savoir c'est quoi une jeune entreprise? Une entreprise qui a moins de combien? Une jeune entreprise innovante, attention. C'est pas uniquement jeune entreprise tout court. Jeune entreprise innovante. Et en général, les jeunes entreprises innovantes sont des entreprises qui investissent, alors non seulement des startups, mais aussi des entreprises qui investissent énormément dans tout ce qui est recherche et développement. Et donc, effectivement, en fonction de certains seuils d'investissement en recherche et développement, les personnes qui investissent dans ces entreprises reconnues en tant que telles, parce qu'il faut vérifier que les critères sont remplis, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 30%. Oh, c'est intéressant, ça. Voilà, c'est non négligeable. Il y a comme de bonnes nouvelles. Oui, il y a quand même une bonne nouvelle. Oui. Et pour celles qui vont sur les jeunes entreprises innovantes ou les jeunes entreprises de croissance, le taux de réduction peut être porté jusqu'à 50%. Alors, Malheureusement, oui et non. Les taux de souscription sont majorés. Le plafond, c'est 50 000 € pour une personne célibataire et 100 000 pour un couple marié. Mais déjà, ne serait-ce que mettre 25 ou 10 000 € dans une entreprise innovante, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt bien. Bonne démarche. C'est ça. Alors, c'est entré en vigueur depuis quand, ça? Alors, c'est entré en vigueur pour l'exercice, depuis le 1er janvier 2024, mais applicable donc sur les revenus aussi de 2023, sachant quand même que comme le dispositif n'existait pas, ce seront plus les dépenses qui vont être effectuées sur l'exercice 2024 qui pourront bénéficier, enfin les investissements effectués en 2024 qui pourront bénéficier réellement de ce crédit d'impôt. Alors quels sont les autres avantages fiscaux pour les particuliers? Alors, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour ne pas changer, il faut savoir que cette loi de finances diminue le seuil de chiffre d'affaires pour être éligible au régime du micro-BIC. Donc, c'est quoi le principe du régime micro? C'est que, notamment, dans le cadre des loueurs, des activités meublées de tourisme, c'est la possibilité, si on n'excède pas un certain seuil de chiffre d'affaires, de pouvoir juste renseigner le chiffre d'affaires sur la déclaration d'impôt sur le revenu plutôt que de faire une déclaration réelle, c'est-à-dire qui reprend le chiffre d'affaires et toutes les dépenses. Alors, ce seuil est abaissé à 15 000 € pour les activités de meublé de tourisme non classées. Et malheureusement, voilà, Airbnb et des choses comme ça, tout à fait. Enfin, tout ce qui est location de tourisme. Et malheureusement, il y avait un abattement qui était avant de 50%, qui a été diminué et qui est de 30%. Donc, si on a des recettes de 10 000 €, avant de calculer l'impôt, il y aura un abattement de 3 000 €. Donc, en fait, on va calculer l'impôt sur 7 000 € de recettes. Alors, alors ça dépend parce qu'il faut toujours analyser aussi les charges réellement dépensées pour la gestion. Parce que lorsque tu fais du tourisme classé ou du tourisme meublé, en général, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour tout ce qui est aménagement, ameublement et tout. Donc, en fait, quand tu regardes, il faut toujours analyser si tes dépenses n'ont pas excédé ces 30%. Parce que si tu as dépensé plus que 3 000 €, ça peut être moins intéressant d'être au régime micro que d'être au régime réel. Et pour les entreprises, alors? Alors,
C'était pour les particuliers tout à l'heure. Alors, c'était pour les particuliers, mais alors il faut savoir que le régime micro, c'est entre entreprises et particuliers. Mais il faut savoir quand même que ceux qui font des meublés de tourisme classés, en fonction de la zone géographique, donc là encore on entre dans des critères un peu spécifiques à respecter, qui caractérisent donc un déséquilibre entre l'offre et la demande, pourront bénéficier d'un abattement supplémentaire de 21%. Donc on a dit 30%. Et eux, ils peuvent avoir jusqu'à 51% d'abattement plutôt que uniquement 30%, à condition effectivement de respecter les conditions. Pour les entreprises, c'est ce que tu me disais? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, c'est ça, justement. Alors, comme je disais, c'est une loi un peu pauvre. On n'a pas eu de gros bouleversements, notamment, par exemple, l'année dernière, il y a eu l'abaissement du taux de l'IS à 25%. Cette année, on a uniquement comme information que la loi de finances entraîne la suppression de l'impôt sur les bénéfices pour les jeunes entreprises innovantes qui sont créées en 2024. Donc d'un côté, tu as une réduction d'impôt pour les personnes qui vont souscrire, mais de l'autre côté, on a une exonération de l'impôt en tant que tel pour les jeunes entreprises innovantes. Maintenant, pour, entre guillemets, bénéficier d'une exonération, il faut plus être une jeune entreprise innovante de croissance. Donc il faut vraiment respecter le principe de croissance. Et c'est seulement ces entreprises-là qui pourront bénéficier donc encore des exonérations d'IS. Alors, pour être une jeune entreprise de croissance, il faut quoi? Être une petite ou moyenne entreprise qui a été créée depuis moins de 8 ans, qui réalise un volume de dépenses de recherche qui représente entre 5 et 15%. Donc, c'est ce que je disais, il faut que tes dépenses en termes de recherche soient assez importantes. 15% des charges à la clôture de l'exercice. Et qui remplit aussi des conditions pour être qualifié d'entreprise à fort potentiel de croissance. Donc, ça veut dire que ça concerne pratiquement que les entreprises, disons, peut-être agroalimentaires. Voilà, mais pas beaucoup d'entreprises locales, pour l'instant, ne se positionnent vraiment. Le tertiaire n'est pas concerné. Non, pas du tout. Et surtout, il faut que tu aies un caractère innovant. Donc, le caractère innovant, il faut aller le chercher. Alors, il y a un autre facteur, c'est la facturation électronique, on en a déjà parlé. Alors, oui, c'est ça, mais là, la loi de finances l'a bien précisé. Effectivement, elle définit un nouveau calendrier donc, pour la mise en place de cette facturation électronique. Donc, on rappelle effectivement que ça va devenir obligatoire dès le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, dès le 1er septembre 2027 pour les entreprises de taille intermédiaire. Mais la date qu'il faut retenir pour toutes les entreprises, c'est le 1er septembre 2026. Pourquoi? Parce qu'elles auront l'obligation de pouvoir recevoir la facturation électronique. Donc, ça veut dire qu'il faut que le système, en fait, soit déjà paramétré chez toutes les structures. Ça veut dire que le papier, c'est fini? Le papier, c'est fini. Enfin, on se le dit depuis tantôt, mais là, plus que jamais, oui, il y a un vrai tournant. Question, est-ce que ça va favoriser, faciliter le travail des experts comptables? Alors, faciliter le travail des experts comptables, oui et non. Oui, à terme, je pense, parce qu'effectivement, une fois que tout ce qui est paramétrage sera mis en place, il n'y aura pas de souci. Mais toute la phase paramétrage, en général, n'est jamais très simple. Tous les bugs, toute la mise en place de tout le circuit. Voilà, est-ce que la facture est vraiment partie? Est-ce qu'elle est vraiment reçue? Est-ce qu'elle n'est pas reçue en doublon? Il y a des plateformes, en fait, des entreprises. Oui, c'est ça, les PDP. Tout à fait, enfin, il y a les PDP et puis il y aura aussi... il y a des plateformes qui sont prévues, en tout cas, plateforme d'État, plateforme privée, pour normalement justement permettre au circuit de s'instaurer. Par contre, ça ne va pas faciliter uniquement le travail des experts comptables à terme. Oui. Ça va surtout faciliter le travail de l'administration fiscale. Ah oui, c'est voilà. Toi qui aimes bien parler de IA, eh ben là, l'IA, on y est en plein dedans. Il y a aussi une possibilité que les banques envoient directement les relevés, etc., sur le compte des experts comptables. Ça fonctionne déjà plus ou moins, hein, puisqu'actuellement, il y a quand même la solution, entre guillemets, je vais citer un éditeur, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais on a des télécollectes qui sont possibles via jedéclare.com qui permettent de recevoir déjà une bonne partie des informations. Néanmoins, il y a quand même des traitements à effectuer par la suite pour pointer les écritures entre elles au niveau des cabinets comptables. Mais ces mesures de simplification existent néanmoins. Simplification, oui, mais encore faut-il que tout le monde soit opérationnel parce que sinon, ça nous ralentit encore plus dans nos traitements. La loi des finances, il y a d'autres dispositifs? Alors, il faut retenir quand même qu'il y a eu des prorogations de régime d'exonération fiscale des entreprises implantées dans certaines zones. Donc, les aides à faire, donc j'ai choisi que les dispositifs qui concernent la Guadeloupe, zone à finalité régionale. Donc, on a une prorogation jusqu'au 31 décembre 2027. Que permet ce dispositif?
permet de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les 2 premières années de création, puis d'avoir effectivement une dégressivité. Donc ça, c'est non négligeable lorsqu'on a une création d'entreprise en cours, donc jusqu'au 31 décembre 2027. Les ZFU-TE, alors la ZFU a plus ou moins disparu. ZFU-TE en Guadeloupe, il reste que 3 entre guillemets zones vraiment concernées, qui sont Boissard, et il y a 2 autres petites zones à Pointe-à-Pitre qui sont concernées, donc beaucoup plus limitées, mais jusqu'au 31 décembre 2024. Et les QPV, ce sont les quartiers prioritaires de la politique de ville, de la ville. Donc il y a certaines zones, notamment Basse-Terre, Baïf, qui sont concernées par ce type de dispositif qui permettent quand même d'avoir certaines exonérations, notamment en termes de CFE, de CVAE, non négligeables, qui sont des dispositifs qui sont poursuivis. Oui. Et il faut savoir aussi qu'on avait parlé, il y a de ça quelques temps, l'année dernière notamment, de la possibilité pour les personnes de souscrire au capital de PME, cette fois-ci pas forcément jeune entreprise, et ces personnes pouvaient bénéficier de 25% de réduction d'impôt. Là, il faut savoir que pour bénéficier de ces 25%, il faut seulement souscrire au capital d'ESUS ou de foncières solidaires. Donc, ce sont des sociétés qu'on ne voit pas très souvent. Sinon, cette réduction, elle est ramenée avec la loi de 2024 à 18%. Alors, juste avant ta venue, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, poser la question, je te la pose. Est-ce que les micro-entrepreneurs bénéficient de tous ces avantages au niveau fiscal? Ça dépend, en fait, parce qu'en fait, le statut de micro-entrepreneur bénéficie de certains avantages déjà en termes de charges sociales et fiscales qui sont naturellement allégées pendant les premières années d'exercice. Les 3 premières années, c'est ça, ou les 5 Les deux premières années, oui. Enfin entre 18 et les 24 premiers mois, oui. On a des mesures de cotisation qui sont moins importantes. Oui. Par la suite, ils ont des taux qui deviennent relativement stables. Donc, ils n'ont pas ces mesures d'exonération en tant que telles parce qu'ils ne s'acquittent pas vraiment de l'impôt sur les sociétés, par exemple. Mais sur l'impôt sur le revenu, on va dire que parfois, lorsqu'ils bénéficient notamment du prélèvement forfaitaire à la source, ils bénéficient, on va dire, d'un avantage où ils n'ont pas forcément à s'acquitter de nouveau de l'impôt sur le revenu sur leur recette. Donc, c'est au cas par cas, mais on va dire que ça ne s'adresse pas vraiment à eux. Là, on est vraiment plus sur les personnes physiques qui vont investir, qui vont souscrire dans des sociétés qui vont bénéficier de réduction d'impôts ou encore dans des entreprises qui sont sur un régime normal et qui sont assujettis éventuellement à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Bien, merci pour ces bonnes nouvelles, entre guillemets. Bonnes, oui, enfin, non, il y a quand même quelques petites choses quand même. Voilà, les 13h21. Est-ce qu'on commence tout de suite la rediffusion du débat ou bien est-ce qu'on prend la deuxième pause? On prend la deuxième pause et on recommence tout de suite après la diffusion du débat sur la cybersécurité. Ça t'intéresse? À tout de suite. C'est qui ont bien spécial c'est quoi que la cybersécurité, c'est-à-dire que là, je savais que la région pendant longtemps, ben ils rentré dans système internet à eux, ça arrive de plus en plus et pays nous de plus en plus quoi fait nous entrer vers le digital, c'est avec l'informatique, mais il y a le monde qui peut parler à ça. Et la cybersécurité, il faut développer. Et là, nous faisons une des 3 spécialistes à ça. Cédric Pradel, directeur de l'Agence caribéenne de la cybersécurité, Eric Stadner, professeur, et Major Dominique Boy, et puis Magali Marcin, qui prévoit une édition spéciale là, ça, spéciale sur la cybersécurité. C'est tout de suite après la pause. Tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h05 jusqu'à 13h45-48 à peu près. Nous serons avec vous dans un débat un peu particulier puisque aujourd'hui on va parler de cybersécurité. J'ai avec moi des invités dont l'un qu'on connaît bien ici, c'est Cédric Pradel. Bonjour, on va commencer par lui. Il a l'habitude. Bonjour. Merci d'être avec nous, le directeur de l'Agence caribéenne de cybersécurité. Eric Stadner, professeur des universités en informatique. Bonjour. J'avais le salut de l'université, une personne qui m'a dit il faut le saluer, ça y est, c'est fait. Et puis le major Dominique Boyer, expert en nouvelles technologies au sein de la section de recherche de Pointe-à-Pitre. Merci d'être avec nous. Et l'initiatrice de ce débat, c'est notre Numira Woman. Je vais parler de Magali. Marcin, c'est elle qui a tout connecté, qui a tout mis en place avec nous. Et je lui laisse la présentation du premier sujet. Alors bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui effectivement un débat sur la cybersécurité, on en parle. Oui. Alors on aura 2 axes aujourd'hui. Le premier axe, nous chercherons à comprendre qu'est-ce que la cybersécurité et pourquoi elle est devenue si importante aujourd'hui. Et enfin nous partagerons les conseils et pratiques de façon à ce que nos téléspectateurs puissent sortir plus aguerris, professionnels
comme personnel? Alors, on va donner des exemples pratiques et concrets, puisque le site web de la région rencontre actuellement des difficultés techniques. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. M. Pradel le sait, qui n'ont pas d'impact sur les services internes de la collectivité. Tant mieux, et les équipes de partenaires sont mobilisées pour une résolution rapide de l'incident, et on le comprend. Une note d'information qui vient, celle-là, nous faisons face à une importante attaque de phishing. Phishing, c'est ce qu'on appelle phishing, oui, parce que contre notre système de messagerie. C'est la direction des systèmes d'information qui nous le dit. Alors, le message de l'attaque. Votre boîte mail Zimbra est pleine et comme ex-éditeur admin info, Marie-Christine, etc., vous invite à cliquer sur un lien pour mettre à jour. Surtout, ne pas cliquer sur le lien. Donc, chaque fois, il y a toujours un phishing, c'est-à-dire on essaie de vous attraper comme ça, de vous hameçonner, c'est bien le terme, pour pouvoir entrer dans votre système. Alors, on va donner la parole d'abord aux représentants de l'agence. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de hacking en ce moment. Bien oui. Oui, il y a de plus en plus de hacking, effectivement. Tout simplement parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Ah bon, ça rapporte finalement? Oui. En fait, ça rapporte même des milliards. Récemment, les services de police et de gendarmerie, mais au niveau même mondial, il y a la gendarmerie, il y a un certain nombre de services même internationaux, il y a Europol, il y a le FBI, qui ont démantelé un grand réseau de hacking. Il n'y a pas plus tard que, je crois, c'est il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Mais ça représente des centaines de millions de dollars. D'accord. Magali, alors la première partie de ce débat. Alors justement, par rapport au hacking, qui est justement la controverse du débat d'aujourd'hui, c'est la cybersécurité. Donc qu'est-ce que la cybersécurité, Monsieur Pradel? La cybersécurité, de façon générale, c'est... En fait, on se rend compte que maintenant, nous avons notre vie physique, celle que l'on connaît de façon générale, mais il y a également une vie qui est dématérialisée. Et on se rend compte que dans ce monde-là, dans ce monde dématérialisé, on retrouve toute l'activité humaine. Que ce soit l'éducation, que ce soit notre identité. On a eu des échanges sur le sujet. On retrouve toute cette vie-là. Et en fait, c'est qu'il y a un certain nombre maintenant de personnes, d'acteurs, pas seulement que la cybercriminalité, il y a également des États. Oui. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, qui vont tout simplement s'attaquer à ces données-là, qui deviennent simplement le nerf de la guerre. Mais également, ça peut être des ponts. On a vu également... c'est pas pour dramatiser, mais il y a également des aciéries où vous avez eu des chaudrons qui ont été attaqués parce que c'était informatisé. Et tous ces éléments-là constituent le cyberespace qui va être attaqué pour rapporter soit de l'argent, soit influencer, soit faire de l'espionnage. Il ne faut surtout pas oublier que la cybersécurité, ce ne sont pas que les prises en otage de vos données. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. D'accord. Et quel est le cadre légal, justement, pour pouvoir protéger nos données, en France surtout? Alors, c'est très intéressant parce que, justement, en 2024, il va y avoir une grosse évolution. Le cadre légal dont on parle le plus souvent, c'est le fameux RGPD qui a été voté en 2016 et qui est applicable depuis 2018. On a eu d'ailleurs une commune en Outre-mer qui a été sanctionnée l'année dernière. On a des communes également en Guadeloupe qui ont été averties et elles ont su très bien rebondir dessus pour pouvoir vraiment mettre en action un certain nombre de choses. Mais à partir d'octobre de cette année, il va y avoir une nouvelle loi. Donc c'est une directive européenne qui s'appelle la directive NIS 2, donc Network Information Security, et qui va tout simplement, en gros, ça va être le RGPD, mais pour la cybersécurité. Si vous n'en faites pas, eh bien vous risquez une amende financière importante, voire plus. Donc tout ça pour dire que le corpus réglementaire est en train vraiment de monter en puissance et de s'adapter tout simplement à tout ce qui est en train d'être fait. C'est vraiment le cas de le dire, c'est une adaptation parce qu'on court après les dernières façons de hacker ou de pirater ou de voler des données. Et M. Statner, professeur des universités, M. Statner, justement, l'État a mis en place un plan de façon à accroître le nombre d'emplois d'ici 2025. On aurait une création de 37 000 emplois environ dans le milieu de la cybersécurité. Comment est-ce qu'à l'Université des Antilles, et dans la pédagogie en général, dans l'éducation nationale, est-ce qu'on met en place en fait les formations pour pouvoir... Est-ce que déjà, il y a des formations en cybersécurité? Comment sont-elles prises en compte en fait dans l'éducation?
Alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, dans la stratégie de l'État, l'objectif est d'ouvrir 37 000 postes à l'horizon 2025. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ANSSI estime qu'aujourd'hui, on a déjà 15 000 postes qui seraient à pourvoir au niveau de la cybersécurité. Qu'est-ce que l'ANSSI? Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Très bien. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ressent également au niveau local. C'est-à-dire que dans les formations qui sont aujourd'hui dispensées à l'université, et en particulier les formations en informatique, on collabore beaucoup avec des entreprises du territoire, soit à travers des stages ou des contrats d'apprentissage. Et on a des entreprises qui nous disent, eh bien, on a aujourd'hui besoin de personnes qui ont des compétences en matière de cybersécurité. Donc l'Université des Antilles s'est évidemment saisie pleinement de cette question. Et donc il y a eu une première étape qui a été franchie en 2022, puisque nous avons rajouté des modules de cybersécurité dans nos enseignements de master. Alors moi, typiquement, à l'université, je suis responsable d'un master qui est en apprentissage, qui est le master MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Et donc dans ce master, nous avons introduit 2 modules. Un module de cybersécurité pour les étudiants de première année de master et un second module de cybersécurité à l'endroit des étudiants de deuxième année de master. Et puis on travaille également de façon très étroite avec Cédric Pradel et l'Agence caribéenne de cybersécurité, puisqu'on associe systématiquement nos étudiants en informatique aux opérations de sensibilisation qui sont menées par l'agence. Alors évidemment, c'est une première étape. Il ne faut pas penser que simplement avec 2 modules de cybersécurité qui sont rajoutés dans un master, on va former avec ça des professionnels de la cybersécurité. Et donc quand même, l'objectif de l'université, et c'est une volonté très forte des présidents de l'université, le professeur Michel Geoffroy, l'objectif est de pouvoir former à l'horizon 2030 des étudiants qui seraient pleinement introduits donc dans des parcours de formation qui seront dédiés à la cybersécurité. Alors 2030, ça peut paraître peut-être un peu loin comme ça, mais il faut bien comprendre qu'à l'université... 6 ans seulement. Oui, alors, oui, mais n'oubliez pas qu'une formation de master, c'est sur 5 ans. C'est-à-dire que pour pouvoir produire nos premiers étudiants en 2030, eh bien, les formations, il faut les ouvrir en 2025. Donc c'est un objectif ambitieux. L'Université des Antilles se donne les moyens et on espère pouvoir être en capacité de produire ces premiers étudiants. Alors, il y aura un diplôme en cybersécurité. C'est l'objectif. Un master, c'est ça? Alors, écoutez, comme c'est un projet qui est en cours, je ne peux peut-être pas trop en parler, mais l'objectif serait sans doute la maquette n'est pas encore faite. Voilà, c'est pas finalisé. Bon, alors certains vont se dire, mais pourquoi un gendarme aujourd'hui là, qui est venu arrêter qui? Alors, effectivement, c'est vrai que au niveau de la sécurité aujourd'hui, la police et la gendarmerie ont un rôle très actif et de plus en plus. Alors, expliquez-nous un peu comment vous travaillez. Donc moi je suis le major Boyer de la section recherche. Oui. Donc je suis enquêteur en nouvelles technologies. Oui. C'est-à-dire que je suis une formation dans les nouvelles technologies, mais dans la partie on va dire judiciaire des nouvelles technologies. Bien sûr. C'est-à-dire que j'interviens quand les entreprises ou les personnes physiques déposent plainte pour un piratage, comme vous l'avez abordé tout à l'heure, un phishing par exemple, ou un rançon logiciel. Donc on intervient, nous, à ce niveau-là. Donc on apporte notre compétence aux unités de terrain qui prennent la plainte, et on est à même de faire des recherches sur les origines des infractions et de faire remonter au niveau central gendarmerie. Oui. Parce que, alors, on est hiérarchiquement parlant, on est positionné, on a un commandement cyber au niveau parisien. Après, au niveau de chaque, on a ce qu'on appelle le C3N qui est en région parisienne, où on a les experts plus, je dirais, de la cyber en gendarmerie. Et après, au niveau de chaque département, donc dans la Guadeloupe, on a les enquêteurs en nouvelles technologies. Alors je dis les enquêteurs en nouvelles technologies, c'est au niveau de la Guadeloupe, les enquêteurs en nouvelles technologies, c'est moi. Il n'y en a qu'un seul. Ah oui, il n'y a qu'un seul. En gendarmerie. Oui. Après, j'ai des équivalents au niveau de la police. La police, il y en a aussi. Au niveau de la police. Oui. Mais en gendarmerie, au niveau enquêteur en nouvelles technologies, je suis le seul. Après, en dessous de moi, il y a ce qu'on appelle des correspondants en nouvelles technologies, c'est-à-dire des personnels qui sont formés, qui sont à même de prendre les plaintes, d'analyser les téléphones portables éventuellement et de faire les premières investigations si une entreprise était victime notamment d'un rançon logiciel. Justement, je voulais qu'on dise à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'un rançon logiciel, puisque on a une petite vidéo, la vidéo 5 justement, qui vous montre la définition du ransomware, rançonnage, rançon logiciel, effectivement, qui est un type de malware. Un malware, c'est un virus qui arrête tout et qui demande à l'utilisateur, bien entendu, de l'argent.
en échange de l'accès à nouveau à ces données, ou qu'on lui remette ces données. Mais ça, j'ai un petit peu de doute, n'est-ce pas, Monsieur Pradel, qu'on remette les données. Mais dans tous les cas, c'est ça, en sous-liciel, lorsque vous avez ce genre de choses. Et il est important de se dire que ce n'est pas forcément de votre faute, si ça vous arrive, téléspectateurs, et que vous avez la possibilité de porter plainte, puisque je pense que le major va peut-être confirmer. J'ai l'impression, en fait, qu'on a, c'est que les personnes se disent, bon, ben, c'est, comme on dit, ça arrivait moins, vulgairement en créole, et donc, qu'ils se disent, ben, je ne peux rien faire. Or, il y a des possibilités, il y a des assurances, il y a ce genre de choses vers quoi on peut se tourner aussi. Oui, il y a des assurances qui permettent de remettre en place éventuellement votre système d'exploitation. Mais en fait, comme vous dites, les gens ne viennent pas déposer plainte ou disent ça m'est arrivé, mais tant pis, parce qu'il y a la majeure partie des personnes, notamment les grosses entreprises, c'est une question de quand dira-t-on. Oui. L'entreprise. Il n'y a pas de la publicité là-dessus. Ça fait une mauvaise pub pour l'entreprise. Bon, le particulier, lui, quelque part, il s'en moque un peu. Il se dit, bon, je me suis fait avoir. Mais l'entreprise, elle, alors certaines fois, ne dépose pas plainte. Ou si elle dépose plainte, c'est le candidaton. Mais sinon, comme vous disiez, il y a effectivement des assurances et il y a des organismes derrière qui sont à même de vous aider à rétablir votre système d'exploitation. D'accord, mais justement, en parlant d'organismes, Monsieur Pradel, l'Agence caribéenne de la cybersécurité, elle a été créée en novembre 2022, mais justement, elle intervient dans quel cadre aujourd'hui en Guadeloupe et dans la Caraïbe, puisque je vois caribéenne, donc on n'est pas cantonné à la Guadeloupe uniquement. Vous allez me confirmer ou pas? Non, c'est exactement ça. L'objectif, en fait, de l'Agence caribéenne pour la cybersécurité, il est même beaucoup plus large que ça, puisque ce que l'on nous a demandé dans notre cahier des charges, En fait, il faut déjà savoir que c'est un projet qui date déjà de 2020. C'est-à-dire que c'est pendant le Covid qu'on a commencé à travailler là-dessus, parce qu'on se rend compte qu'il y avait un manque. Et ce qui nous a été demandé, c'est de couvrir, de proposer en tout cas les services de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à la Guyane. Je parle uniquement des territoires français d'Amérique. Depuis octobre dernier, le congrès qui a eu lieu à Saint-Barthélemy, il y a d'autres territoires de la Caraïbe qui sont intéressés par les services que l'on est en train de développer. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est en fait une agence qui a l'objectif de faire monter en maturité le territoire, de porter également nos réalités au niveau national, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'il y avait un certain nombre de lois, de décisions qui étaient prises, j'aime pas parler de spécificité, mais nos réalités, ce ne sont pas des spécificités, mais c'est des réalités. Le simple fait, un exemple tout bête que tout le monde comprendra, lorsqu'on est à Paris-La Défense, personne ne va se poser la question, est-ce que j'ai de la fibre optique pour me connecter à Internet ? En revanche, en Guadeloupe, la question de la fibre et des câbles sous-marins, on n'a pas 50 câbles sous-marins. S'ils sont coupés, comme c'est arrivé en Guyane, il n'y a pas si longtemps, en Martinique ou à Saint-Barthélemy, ou à La Réunion l'année dernière, et comme on dit, vous avez un grand moment de solitude. Et en dehors du moment de solitude, c'est du perte de chiffre d'affaires potentiellement pour des entreprises. Donc tout simplement, ce qui s'est posé, c'est que un certain nombre de... Ce qui nous a été demandé, simplement qu'on puisse se mettre ensemble pour réfléchir et pour prendre en compte ces problématiques-là. Quand on dit ensemble, c'est des territoires français de la Caraïbe. Donc dans un premier temps, ça a été ce qu'on a eu vraiment en moteur, c'est la région Guadeloupe. On a également la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, d'ailleurs qui assure la présidence en ce moment. Et c'est elle qui assure effectivement la présidence. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que des collectivités, il y a également des entreprises. Des grandes entreprises des télécoms, des grandes entreprises du numérique, et pas seulement. On a même de la distribution du territoire qui sont également membres. Pourquoi ? Parce que nous avons également mission, et ça c'est important, de créer les pompiers, le centre de secours cyber. Le SAMU du cyber. Exactement. Donc le SAMU cyber qui ouvrira ses portes. Je touche du bois. Je touche du bois. Donc, voilà. Donc, non, pas besoin de toucher du bois, qui ouvrira en fait ses portes en avril prochain. Ça veut dire qu'à partir d'avril prochain, il y aura une plateforme, un numéro de téléphone où vous pourrez contacter lorsque vous êtes victime d'une attaque. Pourquoi c'est important ? Je vais rebondir également sur la question de pourquoi c'est important de déclarer son incident. Déjà, nous, on ne fera aucun commentaire sur aucune attaque qui a eu lieu. On n'en parlera pas, c'est pas notre mission. À savoir que
le SAMU cyber n'a pas encore ouvert. Pour 2024, j'ai déjà 3 incidents majeurs qui m'ont été remontés. J'ai 2 alertes majeures, ça veut dire si l'entreprise, si l'acteur, je vais dire public ou privé, pour bien noyer le poisson, ne réagissait pas, eh bien c'est son système d'information qui risquait de tomber. C'est ça notre mission. Il y a une question quand même que j'ai envie de vous poser, M. Pradel. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la cybersécurité, il y a une protection? Parce que là, on intervient après coup, mais avant, est-ce qu'on peut déjà dire aux entrepreneurs ou aux privés comment se prévenir? Parce que je dis ça pourquoi? Parce que il y a quelque temps, on a fait une chronique ici avec Magali, on expliquait aux gens que, par exemple, pour les sites, les liens d'Internet qui traînent sur le net, il faut pas faire attention. Deuxièmement, sur les adresses mail aussi, les petites adresses avec 4 chiffres, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ce sont des choses à éviter, mais au-delà, comment se protéger aujourd'hui? En fait, la protection, elle est forcément avant. Oui. Comme on dit, c'est lèche à la mode et on va pas la bouvoir qui j'aurais pointé mon ève. C'est déjà terminé, quasiment. Bien, nous, justement, nous portons le dispositif national de ce qu'on appelle le diagnostic cyber. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça veut dire, et là je prononce un mot en général que les gens aiment beaucoup, c'est que c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, au niveau national, il y a un diagnostic qui est donc... il y a un système de diagnostic qui est porté donc par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'autorité à compétence nationale. C'est eux en fait qui donnent le là sur le sujet de la cybersécurité en France. Et donc il y a un dispositif qui a été créé pour permettre aux entreprises, acteurs privés et publics, de faire un diagnostic gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en passant par là, vous savez où vous en êtes en matière de cybersécurité. Vous savez ce que vous avez à faire. Après, si vous faites pas, c'est votre problème. Pour moi, c'est une analyse, un point d'étape, entre guillemets, d'une photo de l'état actuel de votre réseau, des failles qu'il peut y avoir, et de dire, voilà, ce qu'il faudrait faire. C'est exactement ça. Et au-delà de ça, et c'est important, parce qu'on m'a encore fait la remarque hier, j'ai échangé avec une personne, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Cédric? Donc je dis, je travaille à l'agence caribéenne pour la cybersécurité. Il m'a dit, cybersécurité informatique. Tant que l'on fera l'amalgame à dire cybersécurité, c'est informatique, et on aura tout faux. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des problèmes cyber, parce qu'ils n'ont pas géré le contrat de leurs salariés. Le salarié est parti avec toutes les informations. Ils ont des problèmes. Plus souvent d'ailleurs. Ils ont même des problèmes avec leurs prestataires. Et ça, j'ai le cas d'une association en Guadeloupe. On ne parle pas de Paris ou quoi que ce soit. En Guadeloupe, qui a des problèmes tout simplement parce que son prestataire informatique, le contrat a été mal ficelé. Il s'est barré avec le truc. Ah ben non, mais il a fait quasiment presque, moi j'appelle ça de l'extorsion. Ben, si vous ne me payez pas ça, moi je pars et c'est terminé. Je bloque tout. Voilà. Et justement, j'entends effectivement la mission de l'Agence caribéenne de cybersécurité. Ce qui serait important de savoir, c'est est-ce que vous arrivez à travailler ensemble, puisque selon moi, quand on parle d'avant, c'est la formation. Quand on parle de pendant, c'est la gendarmerie et aussi l'Agence nationale de la cybersécurité caribéenne. Pardon, j'ai fait un lapsus. J'ai fait un lapsus révélateur. Je me suis dit, j'avais une promotion. J'avais une promotion. C'est un lapsus révélateur. Lorsqu'on parle effectivement de l'Agence caribéenne de cybersécurité, est-ce que vous travaillez en commun? C'est la question que je me pose. Est-ce que effectivement vous êtes en lien? J'ai entendu tout à l'heure M. Statner dire effectivement qu'il est en lien, mais s'il pouvait développer... Oui, ce sont des projets qu'on a déjà, c'est-à-dire que l'agence s'est créée en 2022, donc en 2022 on a eu des collaborations donc avec l'agence caribéenne. En particulier, nous, ce qu'on fait dans nos formations, parce qu'il faut bien comprendre que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Alors Cédric disait très justement que c'est pas que l'affaire des informaticiens. Vous savez que la plupart des attaques, en réalité, ne sont pas nécessairement des attaques qui vont cibler des failles techniques ou alors des failles logicielles ou des failles matérielles. La plupart des attaques sont des attaques qui sont dites d'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on va exploiter la psychologie des gens pour pouvoir trouver des failles. Il y a eu une attaque célèbre, par exemple, qui s'était passée en 2015. Ils avaient simplement laissé des clés USB sur un parking. Et la psychologie fait qu'on trouve une clé USB. Son premier réflexe, c'est de la brancher. Il y avait un virus dessus. Et donc, c'est vrai que c'est l'affaire de tous. Donc nous, effectivement, je fais ce travail de sensibilisation à l'endroit de nos étudiants. Et puis on a également des projets, donc des projets de plus grande ampleur, qui intègrent à la fois la formation avant, donc la formation pré-bac, donc la sensibilisation au niveau des lycées,
et qui continue justement jusqu'au niveau master. Alors c'est un peu délicat pour moi d'en parler parce que ce sont des projets qui sont en cours, ce sont des projets... Voilà, mais ce sont des projets pour lesquels on demande des financements, donc je ne veux pas trop dévoiler ce qui est fait. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce lien étroit, il est mené avec l'agence. On travaille également avec la gendarmerie, avec des entreprises du territoire, avec cet objectif d'ouvrir quand même dans un horizon de temps assez court des formations qui soient cette fois dédiées à la cybersécurité et qui n'intègrent pas, comme disait Cédric, que la dimension informatique, parce que vous comprenez que ça va évidemment bien au-delà. Mathieu Boyer, j'ai envie de vous poser la question, pour les gens qui nous regardent, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas suffisamment de plaintes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, entre guillemets, aux Guadeloupéens qui vous regardent là aujourd'hui, par rapport à peut-être son portable qui a été piraté ou l'ordinateur de son fils, etc. J'ai bien envie de lui dire de venir déposer plainte pour éventuellement qu'on arrive à retrouver la personne qui a fait ça, sachant que les 3/4 du temps, on se retrouve... Si on parle de phishing, on va se retrouver dans un pays africain. Oui, oui. Quand on parle de rançon logiciel, on se retrouve dans un pays plus côté Europe de l'Est. Oui, tout à fait. Donc, mais il faut pas hésiter à déposer plainte. Mais même avant de déposer plainte, une mesure toute bête que doivent prendre les gens ou les entreprises. Mettez à jour vos ordinateurs, mettez à jour vos téléphones portables. N'agissez pas sous le coup d'une impulsion. Si vous recevez un appel, si vous recevez un appel d'une personne qui vous demande de faire un virement, je parle pour une entreprise, les faux virements internationaux, ce qu'on appelle l'escroquerie au président. Ouais. Si vous recevez un appel... Le fameux colis qu'on vous dit de venir récupérer. Voilà, le colis qu'on vous dit de venir récupérer, le virement qu'on vous dit de faire de façon urgente, à ne pas faire. Et il faut que les personnes, avant d'agir, c'est pas évident, les personnes réfléchissent, prennent 10 secondes, 30 secondes en disant « mais ça, c'est pas logique, il ne faut pas que je le fasse ». Ou alors mettez à jour tous vos systèmes, tous les logiciels. Il vaut peut-être mieux des fois payer 200 ou 300 euros de mise à jour que de se retrouver bloqué avec son système informatique. Parfait. On va prendre la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de... On dit bien que c'est le premier épisode. Oui, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Mais non, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, c'est évident. À tout de suite. Voilà, il est 12h, il est 13h34. La cybersécurité, on vous en parle et ça vous parle. Et nous sommes avec des spécialistes. Magali, la spécialiste du ZCL. Monsieur Pradel, spécialiste de la cybersécurité caribéenne. Hein? Oui. Et monsieur Eric Statner, professeur à l'université, et le major Dominique Boyer. Mais avant de reprendre la deuxième et dernière partie, il nous avait pas une dizaine de minutes, on regarde un peu ce que disent les gens dans la rue. Micro-trottoir, c'est parti. Non, je ne suis pas en sécurité. Je pense que tout le monde n'est pas en sécurité parce que on reçoit des messages, on vous dit que vous avez un colis à récupérer au tel endroit. C'est pas, non, pour moi, c'est pas normal. Non, je pense pas. Trop de marché qu'a fait, trop de marché qu'a fait l'église. Donc, pour me mettre là, mais on peut mettre, moi, on peut mettre. Encore un pays, ça fait porte à baillot. Je ne vais pas le faire. Je suis désolée, mais je ne vais pas sur Internet, en fait. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas d'avis. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je dis que c'est bien protégé. C'est bien protégé, pas encore eu de problème. Ouais. On n'est jamais sûr. Donc, quelque part, il faut faire très attention. Mais franchement, moi, non. Je le reconnais. Non, parce que je m'en sers de moins en moins. Alors, comme ça, je mets ça de côté. C'est comme le téléphone, hein, la même chose. Je gardais que le téléphone, pas de portable autrement. Tout dépend. Il y a tellement de piratage maintenant, donc... Oui, relativement, parce que je suis protégé par un bon antivirus qui est mis à jour régulièrement. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Et à côté de ça, je suis vigilant concernant les mots de passe et toutes les données personnelles qui permettent d'accéder sur les sites. Effectivement, c'est vrai qu'on ne se sent pas trop en sécurité par rapport à ça. On est toujours dans l'incertitude quand on ouvre un mail ou voilà. Les gens sont obligés d'être sceptiques parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Je ne me sens pas vraiment en sécurité parce qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose sur l'ordinateur où on me demande de mettre mes données personnelles, eh bien, j'ai un peu de réticence. Je crains. Je dois toujours demander à quelqu'un de mon entourage pour savoir est-ce que c'est sûr, est-ce que je peux. Mais en fait, non, parce que justement, j'ai peur du piratage et que qu'on puisse me voler mes données, ma vie personnelle et en faire je ne sais quoi. Donc non, je ne me sens pas rassurée quand je mets mes données
sur mon ordinateur. Pourquoi le monde ne peut pas rester simple? Pourquoi le monde ne peut pas rester plus simple, monsieur? Voilà, je vous demande vous tous là, vos réactions face à ce que dit le public. Bien sûr, c'est pas un sondage, mais enfin, ça donne quand même une idée. Alors, j'aime beaucoup le monsieur qui dit pourquoi le monde n'est pas resté simple. Voilà. Malheureusement, heureusement qu'il y avait quand même effectivement le téléphone et Internet pendant le Covid, puisque si le monde était resté simple, les gens n'auraient pas pu rester en contact, justement. Effectivement, nous passons à la deuxième partie, à savoir les conseils et les pratiques concernant la cybersécurité. Aujourd'hui, monsieur Pradel, d'une façon simple, je tiens à insister là-dessus, sans employer de grands mots, etc. Qu'est-ce que vous conseillerez à nos téléspectateurs, chefs d'entreprise, comme particuliers aujourd'hui, pour se protéger au maximum? On a entendu au micro-trottoir antivirus, je pense que ce n'est pas suffisant, mais vous allez confirmer. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui? C'est relatif, enfin non, pour être simple et direct, pour aller à l'essentiel, il y a deux types, entreprise, particulier. Particulier, faut rester alerte à ce qui se passe. Il faut savoir qu'il y a des gros piratages, tout le monde en a entendu parler maintenant. Les numéros de sécu, 33 millions, il faut savoir qu'il va y avoir de plus en plus d'attaques. Pour les entreprises, donc par rapport aux particuliers, nous on va faire des sensibilisations. En Guadeloupe, dans tous les territoires en fait qui nous concernent, donc en Guadeloupe en tout cas, on va passer avec le cyberbus dans les communes pour pouvoir sensibiliser au sujet. On a fait développer même un jeu, donc quelque chose de très ludique. Et pour les entreprises, eh bien moi je leur dirais tout simplement de nous contacter pour pouvoir bénéficier du diagnostic gratuit cyber. Ça leur permettra de savoir où ils en sont. Alors, ils vous contactent comment et où? Par mail, déjà, tout simplement. Contact @acccyb.org. Ok, c'est noté. Contact @acccyb.org. Ok, c'est noté. Ok, très bien. Écoutez, j'espère en tout cas que c'est gratuit. Je pense que tu l'as dit assez souvent, que le diagnostic, chers téléspectateurs, chers chefs d'entreprise, est gratuit. Et surtout de ne pas vous dire, je suis je suis en Guadeloupe et je ne suis pas une grosse société, puisque notre système est composé majoritairement de TPE et de PME. Parce que je ne suis pas une grosse société, je ne vais pas me faire cyberattaquer. C'est totalement faux. Vaut mieux prévenir que guérir. Monsieur Pradel l'a dit tout à l'heure. Monsieur Statner, alors, comment on adapte, comment on peut encourager la recherche et le développement, justement, en matière de cybersécurité? Écoutez, ça va être un vrai défi, je pense, dans les années à venir. Comme je vous le disais, je pense qu'il faut avoir sur cette question-là une approche sans doute globale. Commencer par développer nos formations, puisque pour l'instant, il y a déjà des premières actions qui sont réalisées. Vous comprenez bien que ce n'est pas suffisant, donc il faut aller plus loin dans les formations. Travailler aussi l'attractivité de ces formations. Excusez-moi, je vous pose juste une petite question. Alors, vous faites une formation à l'université. Vous savez que les gamins dès le collège sont portables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est pour ça qu'il faut travailler justement la sensibilisation très tôt, la sensibilisation dès le collège, au niveau des lycées, et travailler justement aussi l'attractivité de ces formations. Parce qu'aujourd'hui, ça reste encore des formations qui sont majoritairement dominées par un public masculin. Donc il faut travailler sur ça. Donc développer les formations, travailler l'attractivité. Sans doute aller beaucoup plus loin aussi dans le soutien à la recherche. Et sur ces questions-là, pour l'instant, effectivement, il faut des programmes de recherche. Il va falloir sans doute aussi renforcer les équipes de chercheurs sur ces notions de cybersécurité. Et puis, j'imagine également les collaborations avec les professionnels du territoire. C'est-à-dire que qui dit recherche dit aussi collaboration avec des entreprises du territoire. Et c'est à travers justement ces collaborations qu'on va pouvoir mettre en application des travaux de recherche et puis des travaux qui permettent au territoire collectivement d'aller de l'avant sur la notion de cybersécurité. Vivement donc ce master de cybersécurité en 2025. Non, je parle de 2025. On ne parle pas de 2030. On parle de 2025, il faut aller plus vite. Major Boyer. Major Boyer qui est tout seul. Je pense qu'on va renforcer vos équipes de toute façon, avec les formations en plus qui vont arriver. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux défis? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? C'est non seulement effectivement la sensibilisation, comme nos invités ont parlé tout à l'heure, mais après cette sensibilisation, excusez-moi, qu'est-ce que vous... Effectivement, la sensibilisation, il la faut, à mon sens, il la faut à tout niveau. Il faut partir de l'école primaire, je dirais l'école primaire, le collège, lycée, et les seniors, parce qu'on a de plus en plus de seniors qui sont équipés de téléphones portables et d'informatique.
Et les entreprises, à mon avis, il faut sensibiliser toutes ces personnes. Mais après, la majeure partie du temps, c'est du bon sens. Et il faut se dire aussi que si nous, on a des idées, nos cybercriminels derrière en ont à ne plus savoir quoi en faire. C'est des sociétés, généralement, qui sont montées derrière, qui ne font que chercher comment nous pirater, comment récupérer nos données, comment récupérer de l'argent. Donc il faut dire aux gens, faites attention, formez-vous, sensibilisez-vous. Parce que on a actuellement, la majeure partie des gens ont été victimes, ont reçu des mails de phishing. Maintenant, on a le petit QR code maintenant qui est arrivé. Il est sympa aussi, le kishing. Exactement. On met un faux QR code sur un QR code qui existe vous créez un QR code qui est un vrai QR code avec une fausse adresse et qui permet aux pirates de récupérer vos données. Et le QR code, il est collé sur ce que vous voulez, sur une brique de lait. Dans un bureau de tabac, déjà dans un bureau de tabac où le responsable pense que c'est son QR code. C'est son QR code et c'est pas son QR code. Et en fait, c'est quelqu'un qui est passé, qui a collé rapidement un QR code sur son QR code. Et ça donne effectivement... On va pas s'attarder là-dessus, mais je voulais quand même revenir avec M. Statner sur ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on rentre dans une autre dimension. On rentre dans une autre dimension parce que ça va devenir aujourd'hui une vraie problématique. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, les attaques vont devenir beaucoup plus précises et beaucoup plus fines. On sera capable d'analyser énormément de données sur l'utilisateur et de les exploiter justement au moment de ces attaques. Et c'est ça qui devient troublant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un utilisateur qui reçoit un mail avec des informations qui semblent tellement véridiques, parce qu'on le connaît finement, que finalement, on va se retrouver aujourd'hui avec des attaques qui vont être de plus en plus précises. Donc ça devient une vraie problématique. Très bien. J'ai une dernière petite question pour vous. Il a dit ça en début, que le phishing, enfin le piratage, ça rapporte de l'argent. Alors, les gens entendent ça, mais je dis oui, mais quand on a piraté le CHU ou la région, qu'est-ce que ça peut rapporter à un pirate, en gros? Ben, ça se revend très très cher. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des personnes dont le métier, c'est de créer le virus. D'autres personnes, c'est de mettre le virus dans une entreprise. D'autres personnes, de revendre les données. Il y a en fait des statistiques qui ont déjà été faites, où on retrouve tout simplement que le passeport, par exemple, ou la carte d'identité d'un citoyen européen, ça se vend $160. Un compte Facebook, $45. Là, je ne parle pas de chiffres que j'invente. Si vous voulez l'acheter sur Internet, c'est le prix que ça se vend. Une carte bancaire Visa, je crois que c'est une quinzaine de dollars. Et en fonction du type de carte, donc là, on est vraiment dans du concret. L'identité d'une personne, ça se vend jusqu'à une centaine de dollars en fonction de la précision. Est-ce que vous pouvez préciser où est-ce que ça se vend? Sur le dark, ce que l'on appelle en fait le fameux dark web. Voilà. On doit en parler, Magali. On doit en parler, oui, tout à fait. Donc le dark web, c'est quelque chose qui a été créé, enfin le principal dark web, puisqu'il en existe plusieurs, il a été créé à l'origine pour protéger les journalistes à travers le monde qui sont en dissidence. Bon, pas que, mais c'est l'élément essentiel. Et bien maintenant, en fait, les pirates se sont engouffrés dans cette brèche-là, parce que dès lors qu'on rentre dans ce dark web, disons qu'on est un peu plus anonyme. Et c'est sur ce marché-là où vous pouvez tout acheter. Mais quand je dis tout acheter, pas que du numérique, même du physique. Il y a même du trafic de drogue, il y a du trafic d'armes. Vous retrouvez tout sur ce marché. Justement, je voulais poser l'avant-dernière question au Major. Vous voyez, on a parlé du piratage, etc., mais il y a aussi des formes de délinquance aussi sur le web. Sur le web, oui. Sur toutes les infractions qu'on peut connaître dans la vie courante, existent, ont leur pendant sur Internet et sont des fois facilitées par Internet. Vous avez une infraction qui est... Vous avez la pédopornographie. La pédopornographie, Internet, ça explose. Vous avez toutes les escroqueries. Toutes les escroqueries sont beaucoup sont facilitées par Internet, notamment les escroqueries que peuvent être victimes les particuliers quand ils veulent acheter une voiture, par exemple, sur le Bon Coin, entre autres, ce type d'escroquerie. Les escroqueries à l'amour, ça aussi, l'escroquerie à l'amour,
on en voit quand même pas mal des petites personnes qui croient communiquer avec quelqu'un, mais qui n'est pas la bonne personne, et qui envoie de l'argent pour faire venir la personne. Du catfish. Voilà. Et sinon, pour revenir à ce que dit M. Pradel, la pas la cybersécurité, mais le résultat de la cyber, ça rapporte plus aux cybercriminels que le trafic de drogue. Carrément. Moins de risques. Il y a moins de risques et ça rapporte plus. J'ai plus les chiffres en tête, je les ai eus, mais ça rapporte beaucoup plus que le trafic de drogue. Et juste une question, combien de plaintes ont été déposées, par exemple, l'année dernière au niveau de la Guadeloupe, justement, concernant Alors, j'ai pas réellement réussi à obtenir de chiffres. Toute escroquerie, c'est escroquerie confondue, c'est ce qu'on m'a fourni comme chiffre. On a 1152 plaintes gendarmerie l'année dernière. Escroquerie, hein. Donc il peut y avoir... voilà. Et depuis janvier, on est à 101 plaintes. On a l'impression que ça va s'accélérer, on dirait. Voilà. Monsieur Pradel. Oui, ce qui est très important effectivement sur ce point-là, c'est qu'il y a donc le panorama de la menace, ça veut dire donc de l'ANSSI. Ils ont fait paraître en fait leur panorama de la menace 2023. En gros, c'est un état des lieux, dit autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors que l'on parle de cyberattaque, tout le monde va parler du fameux ransomware, celui qui vient prendre en otage vos données. Sauf que ce qui arrive en tête, c'est l'espionnage. La plus grosse menace, c'est l'espionnage. On parle par exemple des Jeux Olympiques. Il faut savoir que les Jeux Olympiques, on ne peut même pas appeler ça un pic d'attaque, c'est largement plus. Il faut s'attendre à vraiment une inflation énorme en fait des attaques. Et celui qui s'est fait voler son sac avant-hier, il y a quelqu'un qui s'est fait voler son sac avec toutes les données de sécurité des Jeux Olympiques. C'est un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Il y a une chose qui est très intéressante là-dessus, c'est les personnes dans les entreprises, souvent, qui se font voler leur ordinateur, voler le sac, c'est souvent des directeurs. Bizarre. Les vols à l'arraché d'ordinateurs dans les cafés, je vais parler plus de Paris puisqu'on est beaucoup moins... Les aéroports aussi. Hein. Les aéroports, n'en parlons pas. D'ailleurs, il faut savoir que lors de la prochaine manifestation qu'on va faire en mai prochain, on fera une démonstration justement d'un piratage que l'on peut faire très simplement. On a déjà fait une première démonstration aux abîmes. Ça avait bien marqué un peu tout le monde. On va faire cette démonstration en live ce qui peut se passer dans un aéroport. C'est très simple. En branchant son câble USB avec le Wi-Fi. Et le Wi-Fi aussi, le Wi-Fi ouvert. Donc voilà, tout ça pour dire que ce qui est important au-delà de tout ça, c'est ce que le major Boyer a rappelé, c'est qu'il faut rester en fait, avoir du bon sens. Moi, par exemple, je ne vais pas diffuser la photo de mes enfants sur Internet. Je ne mets pas la photo de mes enfants sur la porte, sur ma voiture. Donc pourquoi j'irais la diffuser sur les réseaux sociaux ? Donc à un moment, il faut avoir du bon sens, tout simplement. Lorsque je suis sur... Pour moi, nous avons, et c'est également une alerte que je lance également, c'est sur l'utilisation que nous avons de WhatsApp sur nos territoires. Il faut savoir que lorsque vous êtes sur un groupe WhatsApp, tout le monde a accès à votre numéro de téléphone. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite que ça parte n'importe comment. Mais on va conclure. Oui, on va conclure ce premier épisode parce que, effectivement, avec nos invités, on a eu vraiment un premier grand tour. Il y aura autre chose parce que, sur ce que disait M. Snake.